Bonjour à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour ce webinaire. L'objectif d'aujourd'hui, on va en reparler plus en détail, mais c'est de comprendre un peu plus en profondeur ce qu'on appelle les compétences tech. Euh, Quand on est RH, en fait, quand on n'est pas tech soi-même, euh, les techs eux-mêmes ont parfois du mal à comprendre quand on parle de compétences, de quoi on parle. Mais du coup, l'idée, c'était vraiment de pouvoir présenter ce sujet un peu plus en profondeur, les enjeux qu'il y a derrière, pour pouvoir être efficace dans son travail auprès de ses collaborateurs tech. Donc c'est parti. Donc très rapidement, je me présente. Donc moi, je m'appelle Stan Amselem. Ça fait un peu plus de 12 ans que je suis dans la tech. J'ai eu plusieurs casquettes. J'ai été entrepreneur, je le suis à nouveau aujourd'hui. J'ai été développeur en ESN, en startup et chez Le Bon Coin. J'ai été EM aussi, engineering manager, recruteur, coach, etc. Tout ça pour dire que j'ai eu la chance de porter des casquettes différentes et d'avoir des points de vue différents justement dans cette industrie. Et le sujet des compétences tech, que ce soit en tant que, on va dire, consommateur, développeur, ou en tant que personne qui s'occupe de créer des programmes de montée en compétences, c'est un sujet qui m'a toujours beaucoup plu, au point que en début d'année, j'ai créé le Passeport Dev, qui est un outil qui permet de cartographier les compétences tech. L'outil, il est gratuit pour les individus. On va voir un petit extrait tout à l'heure, mais indiquer son niveau sur tout un tas de compétences tech, justement, des hard skills en particulier avec tout un tas de ressources gratuites. Et en parallèle de ça, on a créé un organisme de formation, Next Level Run, où on dispense des formations sur plein de sujets autour du software engineering, des sujets plutôt avancés. Et on essaie d'ailleurs de faire communiquer les deux entre le passeport et les formations pour pouvoir faire en sorte de délivrer des formations qui soient accurate, qui correspondent vraiment aux besoins des équipes. Bonjour aux derniers arrivants. Comme je le disais tout à l'heure, on enregistre tout, donc vous pourrez voir le début. Vous n'avez pas raté grand-chose. Je me suis rapidement présenté. Euh, c'est parti, on continue. Donc, sujet compétences tech aujourd'hui. Pourquoi c'est important d'en parler? On parle de plus en plus de... Alors, juste petit point, n'hésitez pas à poser vos questions en commentaire et je les prendrai à la fin de la présentation et puis on pourra avoir une discussion sur ça. Donc pourquoi c'est important de bien comprendre les compétences tech? On parle de plus en plus de skills first approach par opposition à une approche qui consiste à savoir comment on a acquis ces skills, quel est le background académique. Ça reste pertinent, mais dans la tech en particulier, comme justement ça évolue en permanence, il faut être tout le temps à jour. Ce qui est important, c'est plus de savoir quelles sont les compétences acquises plutôt que comment on les a acquises. Et du coup, d'avoir cette approche-là, c'est ce qui permet d'avoir un véritable avantage stratégique, de raisonner par ces sujets, par ces compétences. Qu'est-ce qu'on a dans une organisation? Qu'est-ce qu'on n'a pas? Quand on veut recruter quelqu'un, quels sont les sujets plus que les technos qui sont maîtrisés par les individus? Donc c'est hyper important. Et par ailleurs, alors je sais qu'il y a un certain nombre de recruteurs aujourd'hui, mais vous avez dû le constater, on recrute moins, pas autant qu'avant en tout cas. Ça reste évidemment hyper important. Mais du coup, quand on recrute moins, il faut qu'on recrute mieux, donc qu'on soit beaucoup plus chirurgical dans l'analyse des compétences tech. Pas que tech bien sûr, mais en tout cas pour les compétences tech, il faut que ce soit le cas. Et recruter moins, ça veut aussi dire former plus. Donc, comment savoir quelles sont les bonnes formations à prendre? C'est pas évident, il y a beaucoup d'offres. Donc, avoir cette compréhension des compétences tech permet de pouvoir adresser ces challenges et les différentes situations auxquelles vous pouvez être confronté. Donc, c'est évidemment du recrutement, comment choisir les bons profils, évaluer leurs compétences et pouvoir faire en sorte que les personnes qu'on recrute matchent particulièrement avec le besoin de nos équipes. Mais aussi former, évidemment, on en a parlé. Comment choisir les bons sujets. C'est aussi on se sert aussi de l'analyse des compétences pour savoir qui on va promouvoir dans l'organisation.
Et enfin, quand on a des changements organisationnels, on crée de nouvelles équipes, on fusionne des équipes, on fait passer des développeurs d'une équipe à une autre. Normalement, vous êtes dans une ou plusieurs de ces quatre situations. Et ce sont des situations dans lesquelles il est vraiment important de comprendre en détail de quoi il s'agit quand on parle de compétences tech. Donc, le programme du jour, les objectifs, ça va être, on va d'abord distinguer les technologies et les compétences. On va voir ensuite l'importance du contexte et que penser les compétences dans l'absolu, c'est euh, pas forcément toujours une bonne idée. Il y a une partie des compétences qu'il faut toujours penser dans l'absolu, bien sûr, mais pas tout le temps. Il faut vraiment comprendre le contexte des équipes qui recrutent ou qu'on forme en fonction des différents types de développeurs. On va parler aussi de tout ce qui peut attirer et motiver les développeurs, notamment par rapport au sujet des compétences tech. On va aussi faire un point sur l'IA. Qu'est-ce que ça change justement sur les compétences des développeurs? Et enfin, parler rapidement de formation et de développement continu des compétences. N'hésitez pas s'il y a d'autres sujets que vous ne retrouvez pas là-dedans, de me les mettre en commentaire et je serai ravi de les aborder. Cette présentation va durer à peu près une vingtaine de minutes, 20-25 minutes. Donc après, on pourra passer aux questions et on essaie de pouvoir tous partir pour déjeuner le plus tôt possible, midi et quart par là. Donc c'est parti. Premier sujet, c'est les technos versus les compétences. C'est vrai que souvent, que ce soit dans les offres d'emploi ou que ce soit même dans les formations qu'on peut voir sur Internet, l'accent, il est vraiment mis sur les technologies. C'est plus facile, ça permet d'identifier effectivement différents sujets, mais c'est vraiment insuffisant. Les technologies, c'est simplement les outils qu'on va utiliser. Les outils, ils changent, ils évoluent, alors que les compétences, c'est la manière dont on va utiliser ces outils. Et les compétences sont valables quelles que soient les technologies. On va voir quelques exemples. Donc, moi, je vous apprends rien, je vous ai mis quelques exemples de techno. En face, on va avoir des compétences. Donc, compétences, on peut parler de programmation. Effectivement, c'est un aspect qui est hyper important, mais c'est un aspect parmi tant d'autres quand on est développeur. La capacité à écrire des tests, à savoir déployer des services, la sécurité, le monitoring, etc., etc. Tout ça, ce sont des compétences et qui sont valables quelle que soit la techno. C'est ça qui est intéressant, c'est que les technos, elles changent, elles évoluent. Les compétences, ça fait à peu près 20-25 ans que ce sont les mêmes. Alors, elles sont de plus en plus fines, de plus en plus précises. Je pense qu'il y a 20-25 ans, on faisait pas autant de monitoring. Aujourd'hui, on en fait beaucoup. Mais tout ce qui est test, par exemple unitaire, ce sont les mêmes principes qui sont valables depuis 25 ans. Donc, a priori, on peut assez à juste titre se dire que, alors je sais pas les 25 prochaines années, mais allez, à minimum les 5-10 prochaines années, on retrouvera ces compétences-là, même à l'ère de la révolution IA, on en parlera tout à l'heure. Très concrètement, quand on parle de techno, ça va être trois choses. Ça va être les langages de programmation, les librairies ou les outils qu'on peut utiliser et les frameworks. Vous avez tous forcément entendu parler de ces concepts-là. L'idée là, c'est d'essayer de vous montrer une petite analogie. La cuisine, le monde de la cuisine se prête vachement bien à ces analogies. Et dans notre cas, les langages de programmation, c'est simplement la langue dans laquelle on va écrire la recette, français, anglais, espagnol, etc. L'équivalent d'une librairie, ça va être des ingrédients qui sont préparés à l'avance ou des ustensiles de cuisine. Donc c'est des choses que oui, on pourrait les recréer, on pourrait aller pêcher son poisson, on pourrait refabriquer une fourchette, mais en fait, il y a des gens qui les pêchent pour nous, il y a des gens qui ont fabriqué ces ustensiles pour nous. Donc en fait, on va plutôt les utiliser, utiliser ceux qui existent, et il va y en avoir de plus en plus qui vont exister, qui sont de plus en plus précis, de plus en plus fins. C'est un peu l'équivalent des librairies en programmation. Et les frameworks, c'est le niveau encore au-dessus. C'est carrément, on va nous donner un kit de préparation avec des couverts, des ingrédients, des recettes à préparer et on va juste nous indiquer comment les assembler pour avoir un résultat qui est assez standardisé, ce qui n'est pas forcément une mauvaise chose dans le développement, mais pour lequel il y aura beaucoup d'efforts que l'individu n'aura pas à faire parce que ça aura été géré par le framework. Donc voilà un peu les distinctions entre ces différents aspects. Ça reste important de connaître un certain nombre de technos, notamment les technos des équipes ou des organisations qu'on rejoint. Mais ce qui est important ici à comprendre, c'est que
selon la seniorité de la personne, selon le fait qu'il y ait des seniors ou pas dans l'équipe, selon l'urgence d'un besoin quand on va vouloir recruter ou former, c'est pas absolument nécessaire de rechercher des gens dans le langage ou dans les technos de la boîte. Il y a beaucoup de langages et de technologies, d'outils, de frameworks qui fonctionnent de la même façon. Si on reprend une autre analogie, IKEA par exemple, on veut construire un meuble, il y a plein de tables différentes qu'on peut construire. Si je sais fabriquer une table, je n'ai pas d'exemple de nom suédois en tête, mais si on sait fabriquer une table, il y a de bonnes chances qu'on soit capable d'en fabriquer une autre. Évidemment, il y a un petit temps nécessaire d'adaptation, mais plus on est senior, plus ce temps il est réduit. Plus on a des seniors dans l'équipe, plus ils vont pouvoir nous aider à monter en compétences assez rapidement. Et effectivement, en fonction de l'urgence, si on a des besoins de roadmap assez urgents, évidemment, c'est plus intéressant de prendre quelqu'un qui a déjà pratiqué la techno, le framework, etc. Mais en revanche, si on a déjà un beau rythme de delivery et qu'on pense un peu plus moyen-long terme, ça peut être extrêmement intéressant d'élargir le champ des possibles au niveau des technologies demandées. À condition, évidemment, comme je le disais, d'avoir un certain nombre de compétences. Et donc les compétences, je vous ai donné quelques exemples tout à l'heure, je vous en ai donné d'autres ici. Là, en l'occurrence, sur des catégories de compétences, on peut encore les subdiviser derrière. Nous, c'est ce qu'on a fait quand on a créé le Passeport Dev. L'objectif de l'outil, c'était vraiment de cartographier l'ensemble des compétences tech en étant le plus agnostique possible du langage. Parce qu'encore une fois, quand on fait de l'API design, quand on écrit des API, on peut le faire dans n'importe quel langage. Et n'importe quel langage possède les mêmes considérations techniques. C'est juste que ça va être fait d'une manière un petit peu différente. Pour revenir à l'exemple de la cuisine, on va avoir des marques d'outils différents, des marques de fours différentes. A priori, ils vont tous permettre de chauffer des plats, d'avoir différents modes de cuisson. Selon les marques, ça va pas s'appeler de la même façon, mais à la fin, la fonctionnalité, le travail à faire va être assez similaire. Donc, je vous enverrai la présentation à la fin, évidemment. Il y a un petit lien ici pour voir le passeport. Je peux vous montrer très rapidement la tête que ça a. Donc voilà, donc on a à gauche l'ensemble des catégories en software, la programmation, la documentation, les tests. On parle aussi beaucoup de data, data engineer, IA, etc. Et à chacune de ces catégories, on a subdivisé dans des compétences qui sont agnostiques. Alors là, c'est en anglais, mais si vous avez un navigateur français, c'est traduit en français. Et sur chaque compétence, on met une explication et des ressources. Donc voilà. Et donc on a fait ça sur l'ensemble des catégories. L'ensemble, pas exactement, puisqu'on n'a pas de catégorie blockchain, on n'a pas de catégorie produit embarqué, système embarqué, mais on couvre quand même pas mal de choses. Et c'est gratuit, vous pouvez complètement voir sur la landing page du site, j'ai mis moi mon propre profil, donc vous pouvez accéder à l'ensemble de ces infos, ça peut vous donner des éléments d'information sur les compétences agnostiques. Je vous ai mis aussi, je rentre pas dans le détail de cette slide, puisque vous pourrez voir le détail a posteriori. Mais en fonction des différents postes qu'on peut avoir dans le software, bon, j'ai pas tout mis, mais j'ai mis les principaux, on va avoir des exigences sur ces différents types de compétences. Donc, ce qui est intéressant dans notre métier, c'est que personne n'a besoin d'être excellent partout, ce qui est assez rassurant d'ailleurs, parce qu'il y en a beaucoup des compétences. Mais selon le poste, et évidemment selon la seniorité aussi, on va avoir des attentes plus ou moins importantes sur ces différentes catégories de compétences. Quand on parle de compétences dans la tech, évidemment, il y a trois types de compétences. Les hard skills, je vous en ai déjà beaucoup parlé. Les soft skills, je ne vais pas rentrer dans le détail des soft skills, je pense que ça pourrait faire l'objet d'un webinaire à part entière, mais les soft skills sont extrêmement importantes, plus difficiles à évaluer, mais voilà, tout ce qui est leadership, communication, capacité à prendre des décisions rapides, etc., sont aussi hyper importantes, évidemment. Et il y a cette troisième catégorie qu'on appelle les domain skills. En français, on pourrait dire les compétences métiers, et qui sont aussi très importantes. Je vous donne un exemple. Vous recrutez pour une équipe paiement qui est spécialisée dans le paiement. Bah, vous allez peut-être avoir envie que les gens aient une connaissance des mécanismes de paiement.
C'est pas forcément des hard skills à part entière, ça peut l'être, mais c'est voilà, quand on fait du paiement, à un moment, il faut appeler l'API d'une banque qui va nous faire un retour, il y a une autorisation, puis une capture, il faut pouvoir annuler un paiement, etc. Tout ça, c'est de la compétence métier. Et parfois, c'est extrêmement important d'avoir des gens qui vont déjà avoir cette connaissance métier, plutôt peut-être que d'avoir une expertise extrêmement pointue sur des hard skills. Donc c'est toujours un juste équilibre à avoir. Encore une fois, ça dépend du contexte. Donc là, pareil, je vous ai mis quelques exemples. La compréhension du domaine métier par un développeur, c'est extrêmement important. Ça va lui permettre de faire de meilleures conceptions, du meilleur code. Et quand on va dans des sujets qui sont particulièrement complexes, calcul de taxes, etc., c'est vraiment important de ou bien viser des gens qui ont ces compétences-là, ou bien de prévoir en interne des formations, des échanges entre les développeurs pour monter en compétence sur ces sujets. Le deuxième gros sujet qui est important aujourd'hui, c'est de parler de la notion du contexte. Alors évidemment, il y a des compétences qui sont nécessaires tout le temps, un peu les fondations, on va dire, en software engineering, la capacité à débugger, à créer des algorithmes, à bien concevoir son logiciel, etc., etc. Et il y a un certain nombre d'autres compétences qui vont vraiment dépendre du contexte de l'équipe. Et là, je vous parle euh, sorte de, une théorie, on pourrait dire, un framework d'analyse d'un développeur qui s'appelle Scott Ford, qui explique qu'il y a différents types d'équipes. On peut diviser les axes en deux. En vertical, plus on est en haut, plus on est maker, c'est-à-dire qu'on rajoute de la fonctionnalité. Plus on est en bas, on est mender, donc on vient corriger des fonctionnalités. Et à l'horizontale, on a comment dire, l'opposition entre guillemets qu'on peut avoir entre vitesse d'exécution et qualité du code qui est réalisé. Évidemment, la vérité se trouve quelque part à l'intérieur de tout ça, et Scott Ford, il a identifié quatre types d'équipes. Il y a les équipes, et donc quatre types de profils, les feature builders. Donc là, typiquement, on va avoir besoin de personnes qui ont le sens du détail, qui sont très orientées sur de la qualité, sur de la mesure de ce qui est fait, et qui sont évidemment très user-focus. On va avoir les rapid prototypers, donc les personnes, on va attendre d'elles qu'elles soient très adaptables, plutôt optimistes en termes d'attitude, euh, ne pas avoir peur d'essuyer des petits échecs, fail fast on dit, pour pouvoir rapidement itérer sur une solution et d'être assez inventif, créatif pour trouver des solutions rapidement à des problèmes. Le troisième type, emergency responder. Vous avez peut-être vécu l'expérience ou être dans des organisations où avez des demandes de vos clients sur des équipes où il y a beaucoup de bugs et beaucoup de bugs qui arrivent assez régulièrement sur des parties critiques. Là, on a besoin d'avoir des gens qui ont justement cette capacité à débug, qui ont une vision assez transverse en général du sujet. Souvent, quand il y a beaucoup de bugs, c'est jamais un point très précis, très isolé, très focus. Tout est assez connecté. Et évidemment, d'un point de vue soft skills aussi, c'est une certaine résistance à la pression. Et enfin, ce qu'on appelle les software remodelers, il y a un peu moins d'urgence, comme on peut l'avoir chez les emergency responders, mais il y a vraiment un focus sur la sécurité, la qualité évidemment, et ce qu'on appelle l'observabilité. L'observabilité, on en a parlé un petit peu, c'est le fait de monitorer, d'avoir ce qu'on appelle des logs. Donc à chaque fois qu'il y a des actions qui sont réalisées sur un logiciel par des utilisateurs, d'avoir en fait l'historique de tout ce qui a été réalisé. Et quand il y a un bug, cet historique nous permet de plus facilement identifier ce bug. Donc on voit bien que oui, il y a des compétences qu'il faut avoir en général et c'est hyper important, mais selon le contexte d'une équipe, on va mettre le focus à différents endroits. Et c'est pas seulement quelqu'un qui est euh, très bon en général ou qui a beaucoup d'expérience en général, d'aller à ce niveau de granularité quand on identifie un candidat ou quand on a envie de former des équipes. C'est hyper important de prendre en considération ce contexte-là. Je vous mettrai un lien vers une vidéo YouTube où il explique ça en détail si vous avez envie d'aller plus loin. Et donc,
Ce qui est hyper important, c'est toujours de savoir pour qui on recrute ou quelle équipe on veut former, quel est le contexte de cette équipe, quel est le ratio junior-senior. Si on a suffisamment de seniors, alors c'est tout à fait OK de prendre des gens qui sont un petit peu moins compétents parce qu'ils vont pouvoir être formés. Et en même temps, il faut savoir si comment dire, on a un rythme de delivery qui nous permet d'avoir ce temps-là justement de transmission entre les différents profils, la criticité de la connaissance métier dans une équipe paiement euh, sur laquelle on va beaucoup reposer, par exemple, au niveau du business. C'est important effectivement que les gens aient une connaissance de comment fonctionnent les systèmes de paiement. S'ils l'ont pas, c'est pas grave, mais ça veut dire que dans l'équipe, il doit y avoir des initiatives pour très vite faire monter en compétence les gens. Évidemment, la fréquence des bugs, l'âge de la code base, tout ça sont des éléments qu'on retrouvait dans le framework de Scott Ford qui sont hyper importants. Et donc tout ça participe, ce contexte-là participe à définir quelles sont les compétences clés qui sont attendues dans l'équipe, ce qui permet de donner une pondération aux différentes compétences qui peuvent exister, et ça c'est extrêmement important. Selon la seniorité, évidemment, c'est important aussi. On va pas attendre la même chose sur les compétences que je vous ai présentées en fonction de la seniorité. Pour aller vite, quand on est junior, on attend des personnes qu'elles codent énormément. La part de code est assez importante. Parce que ben, justement, le code parfois a besoin d'être review, il a besoin d'être discuté avec d'autres personnes. C'est le moment où les juniors ont besoin vraiment de progresser. Donc c'est important qu'ils produisent le plus de code possible, qu'ils se trompent, puis qu'ils s'améliorent et qu'ils apprennent au fur et à mesure. Plus on va avancer dans l'échelle, moins ça peut paraître paradoxal, moins la part de code va être importante. Elle va toujours l'être, mais le code va être beaucoup plus efficace déjà et il va y avoir des attentes beaucoup plus transverses au-delà simplement du code. Quand on est intermédiaire, on attend de la personne qu'elle soit vraiment autonome de plus en plus, qu'elle intervienne aussi sur les process de delivery, chose qu'on va beaucoup moins demander à un junior. Et quand on va être senior, on va attendre de la personne, alors non seulement qu'elle soit parfaitement autonome, mais aussi qu'elle incarne un certain leadership, qu'elle tranche des sujets techniques qui peuvent être compliqués, et évidemment il ou elle puisse faire monter les autres personnes de l'équipe et les faire progresser. Je suis pas allé plus loin, on peut parler de compétences spécifiques pour les leads, pour les staff engineers, etc., etc., aussi pour les profils plus managériaux. Mais grosso modo, sur vraiment la partie technique pure, c'est comme ça que ça se répartit. Je vous ai mis une petite slide où je détaille un petit peu plus, vous pourrez regarder ça après coup. Et je vous ai mis le lien ici d'une vidéo qui est excellente de Marc Gauthier, qui était Director of Engineering chez Back Market, qui explique les différentes attentes qu'on peut avoir en termes de compétences, justement en fonction des différents niveaux. Donc c'est assez intéressant. Il va prendre une tâche et il va dire, bah, chez un junior, on va attendre ça, chez un intermédiaire, on va attendre ça, chez un senior, on va attendre ça. Donc je vous recommande cette vidéo. Elle est hyper claire et très bien vulgarisée. Ce que veulent les devs, du coup, maintenant qu'on connaît un peu plus les compétences, on va essayer de réfléchir à quelles sont les attentes des développeurs. On va les catégoriser entre ceux qui recherchent un nouveau job et ceux qui sont déjà en poste. Évidemment, ceux qui recherchent un job, ils vont rechercher des projets stimulants. Alors, ça peut vouloir dire plein de choses, évidemment. Donc, c'est important de comprendre les appétences des personnes et encore une fois, ce que les équipes pour lesquelles on recrute ont à proposer, des technologies modernes. Est-ce que les langages utilisés, les outils utilisés sont à jour, sont des questions qui sont vraiment importantes. S'ils le sont pas, c'est pas forcément bien ou mal en soi. Ce qui est important, c'est la dynamique. Si on n'est pas à jour, mais que on a mis en place un plan pour pouvoir faire des migrations, évoluer de version, ça peut être hyper intéressant et stimulant pour les développeurs. Je pense que c'est plus le côté stagné qui va être problématique. Donc voilà, et évidemment, une culture engineering d'entreprise qui est favorable à l'innovation. Donc ça veut dire euh, des possibilités de progresser, d'apprendre des autres, des accès à des conférences, que ce soit en externe ou en interne. Donc une culture qui soit riche, ça c'est extrêmement important. Pour les développeurs qui sont en poste, il y a évidemment des choses qui sont similaires. Mais quand on est en poste, l'objectif, c'est vraiment aussi d'avoir une perspective d'évolution à l'intérieur de la boîte,
pas simplement en termes de salaire évidemment, mais aussi en termes de connaissances, de compétences, qui est aussi cette culture engineering qui soit très très forte et qui puisse y avoir derrière tout ça une reconnaissance et une revalorisation. Ça passe par le salaire, mais ça passe aussi par le rôle. Les deux sont pas forcément complètement indexés et ça passe surtout par le sentiment de progresser et d'apprendre de nouvelles choses tous les jours. Pourquoi ces choses-là sont importantes? Parce qu'aujourd'hui, 60% des départs sont liés à un manque de visibilité de carrière dans l'entreprise. Ce qui est assez dingue, c'est pas forcément le salaire, le critère numéro un, c'est vraiment avoir le sentiment que on a un set de compétences aujourd'hui et en étant dans cette équipe, dans cette boîte aujourd'hui, je sais que sur les 3, 6, 12 prochains mois, j'ai un plan, pas forcément clair au jour près, mais j'ai des perspectives où je sais que je vais progresser sur des sujets, je sais qu'il va y avoir des échanges avec les autres personnes dans la boîte. Je sais que on va investir sur ma formation. Tout ça, ce sont des éléments de rétention qui sont extrêmement forts. Et l'IA dans tout ça, on ne pouvait pas parler de compétences tech sans parler de d'IA aujourd'hui. L'IA aujourd'hui permet plein de choses. Je vais prendre un aspect très spécifique qui est l'IA dans le travail du dev. Je crois que dans le public, on a Cédric de PackMind, qui est CTO d'une boîte qui fait ça très très bien, qui accompagne des outils d'IA pour accompagner les développeurs dans leur montée en compétences. C'est exactement une des propriétés de l'IA, c'est que ça permet d'automatiser un certain nombre de tâches qui étaient manuelles avant. Et ça permet d'accélérer le développement dans le sens où, quand on a besoin de construire un algorithme, c'est plus facile de demander un draft d'une première version d'un algo à ChatGPT, par exemple. C'est plus facile de lui copier une partie du code et de lui demander quels sont les problèmes de performance qu'il peut y avoir, etc., etc. Et effectivement, je vous ai mis le lien d'une étude, on a observé cette année qu'il y a eu 23% d'amélioration de la productivité sur un panel représentatif. Alors ça, on a l'impression que tout ça est tout rose et tout beau, mais il faut faire très attention parce qu'une autre étude tout aussi sérieuse indique que on a aussi observé une augmentation du nombre de bugs de 41%. Donc oui, on peut aller plus vite, mais si on utilise l'IA simplement pour, entre guillemets, faire le travail à sa place, c'est la porte ouverte en fait à une baisse de qualité énorme et l'augmentation des bugs, la baisse de la qualité, en fait à moyen terme et à long terme, et en fait parfois ça se fait même ressentir à court terme, ça fait drastiquement augmenter le coût de fabrication du logiciel. Donc c'est hyper important d'avoir bien ça en tête quand on est développeur. Il faut utiliser l'IA dans son quotidien, c'est important, ça nous fait gagner du temps et en plus on est dans une révolution, donc il faut être capable de l'appréhender. Mais pour autant, il faut faire extrêmement attention. Ça rend les compétences justement autour de la qualité logicielle plus importantes que jamais. La capacité à bien écrire des tests. Oui, je peux demander à ChatGPT d'écrire des tests pour moi, mais je ne peux pas simplement les copier-coller et les mettre dans ma code base. Il faut que j'ai une connaissance de comment on écrit des bons tests pour pouvoir le challenger. Pareil sur ce qu'on appelle les design patterns, sont des patrons de conception, des manières de coder en fonction de certains critères d'efficacité. C'est important de les connaître. Ça nous permet, en tant que développeur, de pouvoir challenger justement ce que l'IA va pouvoir nous indiquer. Donc les fondations sont d'autant plus importantes et les compétences liées à la qualité logicielle, les tests, l'observabilité, les design patterns, etc., sont encore plus importantes que ça pouvait être le cas sur les dernières années. Du coup, nouvel enjeu, effectivement, on a beaucoup mis l'accent sur le recrutement ces dernières années. C'était, on va dire, le modèle économique un certain nombre euh, de l'économie, en tout cas de la tech. On levait beaucoup de fonds, on avait des objectifs de recrutement qui étaient importants. On s'est rendu compte que ça pouvait coûter cher, ça coûte très cher de recruter. C'est très long, le process, ça peut être de 3 à 6 mois. C'est risqué parce qu'on ne sait jamais si le recrutement, effectivement, a été un bon choix. Et on se rend compte en général plusieurs mois après, pour pas dire plusieurs années. Donc c'est compliqué. Ça ne veut pas dire qu'il faut plus le faire, évidemment. C'est toujours extrêmement important et on n'y échappe pas. Et quand c'est bien fait, c'est extrêmement efficace. Mais en fait, il est hyper important aussi de ne pas léser la formation, voire de doubler ses forces et ses investissements dessus pour plein de raisons. Déjà parce qu'on l'a vu, ça va permettre d'améliorer la rétention puisque ça donne de la perspective aux développeurs dans les organisations. Donc quand on sait qu'on va être formé dans l'année,
a priori, on se dit qu'on va rester un certain temps pour apprendre et pouvoir mettre en application à l'intérieur de la boîte. Ça favorise la pratique. Alors, pas pour toutes les formations, c'est important de choisir des formations qui sont connectées aux enjeux d'une équipe. Parce que l'objectif, c'est quand on apprend quelque chose, c'est de pouvoir le mettre en application le plus tôt possible. Quand c'est pas le cas, c'est dommage parce qu'on perd 80% de ce qu'on a appris. Donc c'est hyper important de favoriser la pratique au quotidien. Et du coup, quand on forme, et quand on forme sur les sujets qui comptent pour une équipe, on s'assure de ça. Et l'avantage aussi de la formation, c'est qu'on ne vient pas taper dans les mêmes budgets que pour le recrutement. On est sur des budgets où il y a des financements possibles à travers les OPCO. Je pense que je vous apprends rien. Donc ça a énormément de vertus. Je pense que l'équilibre, il est de trouver justement le juste milieu entre comment bien recruter, qui recruter et comment bien former. Voilà, ce sont des investissements qui sont importants et qu'il faut suivre. Si on devait résumer ce qu'on s'est dit aujourd'hui sur trois key insights importants sur les compétences tech, le premier, c'est de bien savoir de quoi on parle. Est-ce qu'on parle de compétences? Est-ce qu'on parle de techno? Est-ce que on est sur un besoin junior, senior? Tout ça est extrêmement important pour savoir de quoi on parle quand on parle de compétences tech. Le contexte est extrêmement important. On recrute pour un contexte où on forme pour une équipe qui a des besoins. Quelle est son urgence? Quel est le ratio entre junior et senior? Est-ce qu'elle a le temps, cette équipe, ou est-ce qu'elle doit dès demain acquérir de nouvelles compétences? En fonction de ça, on va appliquer différentes stratégies. Et enfin, c'est extrêmement important de prendre des actions pour favoriser la pratique et l'apprentissage continu. C'est pas simplement quelque chose qui fait plaisir aux devs. Il se trouve que c'est le cas, donc tant mieux, ça les fait rester. Mais c'est aussi ça qui va permettre de créer une culture engineering assez forte et qui va permettre aux gens et aux équipes de pouvoir toujours innover et de faire en sorte que chacun puisse grandir à l'intérieur d'une organisation. Peut-être le dernier key insight qu'on a évoqué, c'est sur l'IA. Effectivement, très important que les gens aient cette sensibilité à l'IA, qu'ils pratiquent, qu'ils utilisent ça dans leur workflow au quotidien, qu'ils essaient de monter en compétences. Alors, juste un point aussi, monter en compétences sur l'IA quand on est développeur, ça ne veut pas dire devenir data scientist, ça ne veut pas dire être capable de créer les modèles de machine learning, etc. Pas du tout, mais c'est être capable en revanche de les utiliser grâce à des outils ou des API qui vont nous permettre de le faire. C'est tout pour moi. Est-ce que vous avez des questions? Il n'y a pas eu de questions qui ont été posées sur le chat, mais est-ce qu'il y a des questions pour vous aujourd'hui? Pour l'instant, c'est assez calme. Bon, écoutez, s'il n'y a pas de questions, on va s'arrêter là. Merci, Déborah. Moi, je reste disponible si vous voulez échanger dans un second temps, évidemment, il n'y a pas de problème. Je vais mettre mon adresse ici. Tac. Stéphane, en parlant de domaine skills, sont-elles vraiment indispensables? Je prends l'exemple d'un site de e-commerce qui va rechercher un dev front axé sur la web perf, par exemple. C'est très intéressant comme question et je vais te répondre en te disant ça dépend. Mais je vais essayer d'argumenter un petit peu quand même. Euh, Ça va dépendre en fait du besoin que va avoir une équipe, de la rapidité avec laquelle la personne doit être opérationnelle, d'une part. Et d'autre part, ça va dépendre de la complexité qu'il va y avoir dans telle ou telle équipe. Je vous prends l'exemple d'une équipe que j'ai pu coacher. C'est une équipe où il y a énormément de très bons développeurs et où le sujet, c'est autour du search. Il gère le moteur de recherche d'un site. Euh, dans la recherche, le search, il y a des compétences métiers qui sont vraiment importantes, qui sont vraiment techniques. Euh, mais là, en l'occurrence, il y avait beaucoup de seniors. Donc, ils n'ont pas eu de problème à embaucher des juniors parce qu'ils savaient qu'ils allaient avoir les ressources pour transmettre ces compétences métiers à la personne. Donc, je pense que vraiment la question des domaines skills, elle est pas, on ne peut pas y répondre de manière absolue.
Ça va vraiment dépendre de l'équipe, ça va dépendre de l'urgence du delivery qu'il peut y avoir dans l'équipe et ça va dépendre de qui sont les autres personnes dans l'équipe. Maintenant, c'est évident que si on doit recruter quelqu'un, si cette personne a des compétences métiers, a des domaine skills qui correspondent à l'équipe, ça a énormément de valeur et ça peut même, je pense, à mon sens, euh, permettre de combler le fait qu'il pourrait y avoir peut-être des lacunes sur des parties techniques très spécifiques. Donc c'est vraiment, ça dépend du contexte, mais c'est à prendre en compte, en tout cas pour ça. Dernière chose aussi, alors c'est valable sur le domaine skills, mais en général, euh, on a tendance à sous-estimer un petit peu les appétences des gens. C'est-à-dire que quelqu'un, un développeur, une développeuse qui n'a pas forcément la compétence technique ou la domaine skills, mais qui a très envie d'apprendre sur ce sujet, ça peut être un excellent pari d'investir sur ce recrutement ou cette formation parce que quelqu'un qui est motivé va forcément mettre 3 fois plus d'énergie et de motivation pour se perfectionner et s'améliorer sur un sujet. Donc parfois, on a besoin de gens qui savent déjà. En général, peut-être des personnes seniors ou des leads, on a besoin qu'elles sachent déjà pour aller vite. Mais de temps en temps, le simple fait d'avoir des gens qui ont très envie d'approfondir un sujet qui correspond au sujet de l'équipe, que ce soit hard skills ou domain skills, ça peut être un très très bon investissement à faire. Euh, Élise, on a parlé de compétences et niveaux de seniorité. Comment les évaluer au mieux? L'auto-évaluation est-elle vraiment pertinente? Des outils à conseiller pour permettre de mieux se situer. C'est la quadrature du cercle dans la tech, l'évaluation des compétences. Il n'y a pas de formule magique, malheureusement. Euh, Comment on évalue les niveaux de seniorité? En fait, il y a des outils qui vous permettent de faire des petits tests techniques, algorithmiques, CoderPad, Coding Game, etc. C'est pas extrêmement représentatif de la réalité de ce qu'on va demander après à la personne. Parce qu'encore une fois, plus on monte en seniorité, comme je vous le disais tout à l'heure, plus la part au quotidien de code diminue. Donc, on va au contraire avoir besoin de gens qui sont beaucoup plus dans l'attitude software engineer, qui vont être capables d'aller reviewer des gens, qui vont être capables de prendre des décisions importantes. Donc, ce genre de profil, c'est sur ça aussi qu'il faut aller les interroger, leur demander de parler de situations dans lesquelles ils ont mentoré des gens, dans lesquelles ils ont dû répondre à des urgences techniques, comment ça s'est passé, etc., etc. Vous pouvez lui poser ces questions d'un point de vue comportemental, donc ça peut être côté RH, et aussi d'un point de vue technique, quand ce sont les développeurs ou les leads qui les évaluent, de leur demander des retours d'expérience sur ça, c'est important. L'auto-évaluation, elle est importante pour plein de raisons. Alors, je ne vais pas juste que défendre ma paroisse, même si on est en train de rajouter des éléments plus techniques d'assessment sur le passeport dev, mais elle est quand même importante, l'auto-évaluation. Pourquoi? Alors, premièrement, alors nous, dans le cadre du passeport, on a plus de 130 compétences. Donc en fait, quand on s'évalue sur 130 compétences, ce qui est intéressant, c'est les écarts relatifs entre les différentes compétences. Et à la fin, on arrive à voir quand même quelles sont les préférences ou quels sont les sujets que la personne maîtrise mieux que d'autres. Donc c'est cet écart qui est important. Deuxièmement, c'est très important l'auto-évaluation parce que quand on s'est auto-évalué sur tout un tas de sujets et qu'on est en entretien, par exemple, on va pouvoir choisir un des sujets sur lequel la personne a dit, bah écoute, tu as dit que tu étais expert de ce sujet-là, bah viens maintenant pendant les 10 prochaines minutes, on va en parler. Donc explique-moi des enjeux auxquels tu as été confronté, etc., etc. Et en fonction de la réponse, on va être capable du coup de se faire une idée sur la justesse de l'auto-évaluation et du coup d'en déduire tout un tas de choses sur l'ensemble des autres compétences. Ça peut être en bien, ça peut être en négatif, mais ce qui est intéressant, c'est la perception de la personne sur ses propres compétences qu'on va venir challenger avec quelqu'un en entretien, par exemple. Voilà. Il y aurait peut-être un webinaire entier à faire sur l'évaluation des compétences et peut-être qu'on le fera. Mais effectivement, il n'y a pas encore de recette magique. Ce qui est important, c'est la capacité à parler de ses anciennes expériences, à parler des enjeux techniques auxquels les personnes ont été confrontées et de pouvoir les challenger avec quelqu'un de technique en interne. Euh, Stéphane, merci pour la réponse et la presse. Dernière question, selon ton point de vue d'ancien dev, est-ce important pour toi aujourd'hui qu'un recruteur ait un background tech ou c'est juste une plus-value? Euh, Très bonne question. Alors, je continue justement de dev pour ne pas perdre la main sur ça. Tout dépend de ce qu'on appelle background tech. Être capable de coder, absolument pas.
C'est pas du tout nécessaire, et je pense même que ça peut créer plus de confusion qu'autre chose. En revanche, connaître les principaux concepts, les principaux jargons, savoir à quoi sert une API, être capable de le dire avec des mots français sans entrer dans de la technique, je pense que c'est extrêmement important, notamment, enfin des deux côtés. Du côté par rapport aux candidats que vous recrutez, vous allez être beaucoup plus crédible. Encore une fois, les candidats savent que vous n'êtes pas tech, donc ils n'attendent pas de vous que leur fassiez une démonstration sur comment écrire une API. Mais en revanche, que vous sachiez quels sont les enjeux qu'il peut y avoir derrière. Par exemple, bah, on a un certain nombre d'API et on a une API qui est publique. Donc ça veut dire qu'il y a d'autres développeurs extérieurs qui peuvent consommer, nous, notre propre API. Donc on accorde un souci important à la capacité à écrire de la documentation, etc., etc. Il n'y a pas besoin d'être technicien pour connaître ces aspects-là, mais le fait d'être capable d'en parler, c'est hyper important et ça apporte énormément de crédibilité auprès des candidats. Et même chose de l'autre côté, donc en interne, avec vos équipes techniques dans les boîtes que vous accompagnez, ça permet de mieux comprendre quand ils vont vous présenter leurs besoins, pardon, en formation ou quand ils vont vous présenter les frustrations qu'ils peuvent avoir. C'est important de connaître les termes principaux, les enjeux principaux qu'il peut y avoir derrière. Mais encore une fois, ça s'arrête là. Il n'y a pas besoin d'aller beaucoup plus loin sur cette connaissance et ce background technique. Et mon conseil pour ça, faites un point avec un des leads que vous appréciez dans vos équipes, dans votre organisation, et demandez-lui qu'il vous explique la stack, donc, quels sont les langages utilisés, euh, à quoi ils peuvent servir et quels sont les grands enjeux techniques. Déjà, si vous avez ça, vous allez énormément gagner en crédibilité auprès des recruteurs, des candidats. Vous allez faire la différence par rapport aux autres et vous allez créer une vraie relation forte avec vos équipes en interne. Et c'est hyper important quand on prévoit des plans de développement de carrière. Je songe à faire une formation sur ce sujet-là, pardon, à proposer une formation. Moi, j'en ai fait beaucoup pour des product managers. Comment comprendre la tech quand on est product manager. C'est exactement le même discours, c'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin d'être technicien, il n'y a pas besoin de savoir coder ou d'apprendre à coder. C'est pas du tout ce qui est attendu, mais comprendre les grands concepts, comprendre les problématiques qu'il peut y avoir entre le front, entre le back, et des problématiques qui peuvent être notamment organisationnelles. Il y a beaucoup dans le logiciel de sujets qui sont liés à de l'organisation. Est-ce qu'on met tous les backs dans une équipe et tous les fronts dans une autre? Ou alors est-ce qu'on est plus en feature team, on a plein de profils dans une même équipe, etc., etc. Avoir cette connaissance-là organisationnelle, en fait, c'est un background technique et ça peut énormément vous aider aussi bien en interne qu'avec des futurs candidats. Il est midi 14. La promesse est tenue, on va pouvoir aller déjeuner à midi 15. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi ce webinaire. Je vous envoie la présentation et l'enregistrement sur vos adresses email avec lesquelles vous vous êtes inscrites et inscrits. Et j'espère à très vite pour de prochains webinaires. Et si vous êtes évidemment intéressé par proposer de la formation tech avancée sur mesure dans vos équipes. On peut réfléchir à des programmes sur mesure pour ça. Et n'hésitez pas à utiliser le passeport. Nous, on a de plus en plus de gens qui l'utilisent en entretien justement pour présenter leurs compétences. Ça peut être un bon point de départ pour les managers tech pour avoir une visualisation des compétences des candidats. Donc bon appétit à toutes et à tous et je vous dis à très bientôt. Salut!